Chers amis de Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver pour une 92e Mondoscopie. Nous sommes le 8 octobre 2025. Évidemment, c'est le lendemain du 7 octobre, triste second anniversaire des attaques d'octobre 2023. Donc évidemment, aujourd'hui, je vais traiter deux points qui me semblent importants. Je vais faire le point un peu sur la négociation actuellement toujours en cours pour la libération éventuelle des otages israéliens détenus par le Hamas et d'autres groupes à Gaza. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'il en est. Et deuxièmement, je vous parlerai de l'évolution en fait qui est assez notable maintenant et qui est exprimée par la voix du président russe lui-même, Vladimir Poutine, sur la position de son pays vis-à-vis, et de son pouvoir, vis-à-vis du conflit en Ukraine, et même les conséquences tactiques que ça va probablement avoir, et que ça a déjà, sur les opérations sur le terrain. Bon, s'il vous plaît, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, faites-la connaître. Rejoignez, je vous en prie, le cercle des amis de Paix et Guerre. Surtout, ne le faites pas faites-le à partir de votre ordinateur et pas à partir d'une application, parce qu'on a découvert que les tarifs qui nous sont plus ou moins imposés étaient majorés quand on s'inscrivait à partir de l'application YouTube. Donc, il ne faut pas le faire comme ça, il faut le faire à partir de la chaîne. Voilà, elle-même, ce qui est beaucoup plus simple et du coup, c'est extrêmement raisonnable comme prix pour avoir des contenus en plus, exclusifs, accès au grand direct, voilà. Bref, et puis pour nous aider, parce que évidemment, chaque fois que l'un d'entre vous rejoint le cercle, eh bien, c'est un peu de soutien à la chaîne. Bon, donc, premier point, revenons à ce qui se passe à Gaza. Bon, vous savez évidemment que l'objectif d'Israël, c'est d'éliminer toute résistance palestinienne, quand même de maintenir son programme de nettoyage ethnique, puisqu'il y a évidemment des projets économiques, commerciaux, immobiliers tout à fait clairs et avoués et assumés d'ailleurs par Israël comme par les États-Unis pour la bande de Gaza. Et bien sûr, du côté des colons de Cisjordanie, il y en a aussi qui s'imaginent qu'ils vont aller s'emparer de Gaza et s'y installer. Donc, vous voyez, on est très très loin des conditions d'une cohabitation supportable entre Palestiniens et Israéliens. Mais qu'un accord soit conclu ou non, on a bien l'impression que les Palestiniens ne sont pas prêts d'abdiquer totalement l'espoir de la création et de la viabilité d'un véritable État. Donc il y a un pari stratégique qui a été fait par le Hamas. Vous savez ce qui s'est passé, Trump a proposé son plan en 20 points, le Hamas a dit qu'il allait en parler, qu'il allait en discuter. Là, il a fait une réponse partielle en disant qu'il était d'accord sur un certain nombre de points mis en avant par le plan. Trump a salué cette réponse positive du Hamas au plan. Et en même temps, évidemment, que ce soit les Américains ou que ce soit les Israéliens, se livrent à une forme de manœuvre assez trompeuse et porteuse en fait de risque que tout cela ne capote. Mais il y a aussi quand même des points et une ambiance surtout qui fait qu'on peut espérer que peut-être quelque chose va se résoudre au moins au plan d'un éventuel cessez-le-feu immédiat. Mais bon, c'est très complexe, donc je vais vous expliquer les choses un peu par le menu, parce qu'en fait, tout et son contraire est dit, naturellement. Les uns comme les autres font des grandes déclarations tonitruantes, surtout bien sûr les Américains, qui nous expliquent par la voix de Trump que c'est un accord évidemment historique pour la paix au Moyen-Orient. Pas quand même, et les Israéliens qui disent nous on n'en démord pas, mais pourquoi pas. Voilà. Donc le Hamas, les négociateurs palestiniens menés par le Hamas, se sont réunis à Doha, au Qatar, pour élaborer leur réponse au plan Trump.
qui avait été dévoilé par la Maison-Blanche il y a donc une dizaine de jours désormais, mais un peu comme un ultimatum. C'est-à-dire, en gros, si vous rejetez l'accord, Israël intensifiera sa guerre contre vous et contre les populations civiles palestiniennes. Hein. On en est quand même à un ratio de 1 à 50 ou 60 morts. C'est-à-dire pour un mort israélien, un soldat israélien, on est à, d'après les chiffres officiels, pas les pires, mais les chiffres officiels, on en est à 5 à 6 à 50 ou 60 Palestiniens morts. Bon. Donc vous voyez, c'est terrifiant, là, on ne parle plus de dommages collatéraux, comme je l'ai expliqué, on est dans des dommages extrêmement centraux. Et évidemment, il y a une lassitude de tout le monde, évidemment, de la population gazaoui, évidemment du Hamas, évidemment des Israéliens qui, eux, attendent le retour des otages qui restent encore vivants et des corps de ceux qui sont morts plus récemment, et bien sûr du monde arabe, qui a été lui aussi un peu pris au piège de cet accord. Bon, donc... en gros, c'était à prendre ou à laisser, vous acceptez l'accord ou bien on vous retombe dessus et je donne carte blanche à Israël pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc, néanmoins, dans ce plan, il y a quand même une série de conditions pour mettre fin à la guerre qui correspondent au cadre accepté par le Hamas déjà quelques semaines plus tôt. Donc il y avait un échange de prisonniers, il y avait un cessez-le-feu, il y avait la reprise de l'entrée de produits de première nécessité et de l'aide humanitaire à Gaza, et il y avait quand même l'idée d'un retrait des forces israéliennes. Bon, c'est des conditions vagues, mais quand même il y a une structure de base pour mettre fin à la guerre à Gaza. Bon, donc c'était quand même très compliqué pour le Hamas de tout rejeter en bloc. D'autre part, le même plan contient des propositions radicales qui, si elles étaient mises en œuvre, auraient de graves implications pour Gaza, mais aussi pour l'avenir d'un État palestinien unifié, notamment le déploiement de troupes étrangères, la création d'un conseil, d'un board international dirigé par Trump, on a même pensé le confier à Blair à un moment donné, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, et la possibilité surtout d'une présence militaire israélienne à long terme à Gaza, et puis bien sûr le désarmement total des Palestiniens. C'est-à-dire, c'est la suppression du droit à résister à l'occupation. Je vous rappelle que Gaza est un territoire occupé. Même si Israël est autoritaire, Israël contrôle tous les aspects de la survie ou de la non-survie de la bande de Gaza. Donc, en gros, pour le plan Trump, les Palestiniens, à la fin, devaient renoncer à leur lutte pour la libération et se laisser asservir définitivement. Donc c'est quand même un marché de dupes, si vous voulez. Ça se présente comme un plan historique pour la paix. Bon. Donc le Hamas a été assez habile et a divisé le problème en deux, si vous voulez. Il y a eu un consensus assez large parmi les factions palestiniennes, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, il y a le djihad islamique, il y a le FLP, il y a beaucoup de groupes en fait de la résistance palestinienne. Donc ils ont dit, ok, le Hamas et le djihad islamique palestinien ont le pouvoir de négocier la fin de la guerre active à Gaza, l'échange de prisonniers en échange de l'arrêt des opérations israéliennes, le retrait des forces israéliennes, l'entrée de l'aide, l'arrêt de la politique de déplacement de population. Mais le Hamas tout seul ne peut pas négocier le reste, c'est-à-dire l'accord politique de fond sur l'avenir, non seulement de Gaza, mais d'un État palestinien en tant que tel, parce que c'est des questions fondamentales liées à l'identité, à la patrie palestinienne elle-même, et ça concerne tout le monde, toutes les entités du peuple palestinien, pas seulement d'ailleurs, ça concerne aussi les Palestiniens en tant que tels, pas seulement les factions dites de la résistance. Voilà. Donc, le défi pour les négociateurs, c'était proposer une réponse à Trump qui réaffirme le droit des Palestiniens à l'autodétermination, tout en donnant des raisons à Trump de quand même faire pression sur Israël pour mettre fin à sa guerre, pour mettre fin à ses opérations. Il faut se souvenir qu'il y a eu d'autres négociations de cessez-le-feu,
que les propositions du Hamas qui cherchaient à modifier ce que voulaient Israël et les États-Unis, en fait, avaient été présentées comme le Hamas rejette tout accord, et donc ça avait permis la poursuite des attaques israéliennes. Donc les négociateurs palestiniens, ils savent très très bien qu'ils sont pris entre le marteau et l'enclume, et ils savent très bien que s'ils proposent de modifier l'accord proposé par Trump, ou s'ils rejettent les conditions de Trump, eh ben, en fait, c'est la reprise du cycle infernal, c'est la reprise des attaques, c'est la reprise des morts. Donc là, c'est un défi quand même de taille dont il faut bien prendre la mesure. Donc, Trump, quand il a annoncé le plan, il a en plus dit « tous les pays arabes sont avec moi, sont d'accord, quasiment tous, l'approuvent, etc. » C'est pas vrai, parce qu'au dernier moment, on sait qu'Israël, juste avant l'annonce de la Maison-Blanche, a fait modifier, et Trump a laissé faire, certaines conditions du plan. Néanmoins, bon, les pays arabes et musulmans sont peut-être mécontents, mais enfin, ils l'ont dit d'une manière extrêmement diplomatique. Et là c'est là qu'on sent la lassitude, et notamment la lassitude des médiateurs, les Qataris, les Égyptiens, qui sont les médiateurs régionaux de ce cessez-le-feu. Donc, ils ont très bien vu qu'ils s'étaient fait rouler dans la farine, mais ils sont restés quand même extrêmement diplomatiques, en préférant jouer, là aussi, ceux qui sont pour que ça évolue, pour qu'il y ait un accord, pour qu'on avance. Et donc, ils ont quand même tous félicité Trump de son initiative, souligné son rôle clé pour un éventuel accord de paix. Voilà, mais là aussi, c'est là le trick, c'est là le piège à la Trump, c'est-à-dire il met les autres face à quelque chose qu'en fait ils ont très peu négocié, et certainement pas les Palestiniens, donc c'est un accord essentiellement israélo-américain, mais le thème c'est, écoutez, si vous le refusez, ça veut dire que vous voulez la guerre, vous ne voulez pas de la paix. C'est toujours la même chose, c'est enfantin, c'est stupide, c'est tout ce qu'on veut. Il fait la même chose avec l'Ukraine, on sait très bien comment font les Américains. Donc c'est gros comme une maison, mais malgré tout, ça marche un peu. Voilà, parce que sinon, on se met dans le camp des mauvais, de ceux qui cautionnent les massacres, qui sont prêts à la reprise de la guerre, etc. etc. Et ça, que ce soit pour les médiateurs ou pour un certain nombre de factions palestiniennes, dont le Hamas, bien sûr, c'est très mauvais pour leur crédibilité interne vis-à-vis de la population palestinienne et aussi vis-à-vis de tous ses soutiens à travers le monde. Bon. Donc, le Hamas a joué Trump, si vous voulez, et au contraire lui a donné une grosse responsabilité en lui disant que tout était entre ses mains, finalement. Voilà, même si y a des dirigeants palestiniens qui ont dit « mais cet accord est un ordre de capitulation », c'est une façon d'écraser la résistance palestinienne en faisant semblant de faire de la diplomatie. C'est en fait parce qu'Israël n'est pas arrivé à casser la résistance palestinienne au bout de 2 ans d'opération militaire. Donc, en gros, c'est un marché de dupes, etc. Mais enfin, malgré tout, au plan stratégique, les responsables du Hamas et d'autres dirigeants palestiniens ont compris qu'ils ne pouvaient pas rejeter en bloc l'offre de Trump. Voilà, ce serait désastreux. Désastreux, parce qu'il ne faut pas être l'opposant à la paix, évidemment. Bon. Et donc les réunions se poursuivent, elles sont toujours en cours d'ailleurs. Ils essaient en fait de montrer aux Américains qu'il faut qu'ils reviennent sur un certain nombre de modifications qui ont été apportées par Israël à la dernière minute. Ils essaient en fait de mettre les Américains de leur côté, de faire comprendre à Trump qu'il a intérêt aussi à les aider. Bon, le problème, c'est que Trump, il a autorisé Netanyahou et il a autorisé son principal conseiller, Ron Dermer, à apporter quand même des modifications substantielles au terme de l'accord, notamment à ce qu'avaient accepté les alliés arabes. Donc, c'est quand même très compliqué. Donc, finalement, Trump avait donné jusqu'à dimanche 18h aux leaders palestiniens pour accepter. En fait, ils avaient déjà
finalisé, les Palestiniens avaient déjà finalisé leur réponse. Ils l'ont remise aux médiateurs qataris et égyptiens. Ça a été transmis à la Maison-Blanche. Donc, en gros, la réponse du Hamas, ce n'est pas du tout une validation inconditionnelle des conditions de Trump, mais il n'y a aucune formulation, il joue à malin, malin et demi, il n'y a aucune formulation qui rejette explicitement l'une des conditions de Trump. Voilà. Donc, ils veulent trouver un juste équilibre, ils veulent reconnaître les mérites de Trump, ils veulent l'associer à une alliance diplomatique avec les nations arabes, et ils veulent montrer qu'ils sont de bonne volonté. Bon. Donc, l'objectif, ça reste obtenir un cessez-le-feu immédiat à Gaza, convaincre Trump de freiner la soif de sang de Netanyahou, entamer de véritables négociations. Et pour ça, s'il faut donner à Trump le hochet, n'est-ce pas, de la victoire, c'est-à-dire un engagement à libérer tous les prisonniers israéliens et à se retirer du pouvoir à Gaza, pourquoi pas? De toute façon, le Hamas avait déjà, il faut savoir que le Hamas avait quand même déjà proposé, et d'ailleurs en juillet dernier aussi, mais même avant, un accord prisonnier contre prisonnier pour libérer tous les prisonniers israéliens. Et il avait aussi, à plusieurs reprises, dit qu'il était d'accord pour céder le pouvoir à Gaza à un comité de techniciens, on va dire, indépendants, mais qui serait composé de Palestiniens, pas des gouverneurs à l'américaine, évidemment. Mais Israël et les États-Unis ont totalement rejeté ce type de présentation. Voilà, donc ils essaient là maintenant de montrer et c'est dans la déclaration du Hamas, le Hamas renonce à l'administration de la bande de Gaza au profit d'un organe palestinien sur la base d'un consensus national avec le soutien des pays arabes et islamiques. Et ça a eu un bon effet puisque Trump a dit, bon, il me semble que sur la base de cette déclaration, ils sont prêts pour une paix durable. Israël doit cesser immédiatement de bombarder Gaza afin qu'on puisse libérer les otages rapidement en toute sécurité. C'est trop dangereux. Il ne s'agit pas seulement de Gaza, mais de la paix tant attendue au Moyen-Orient, etc., etc., etc. Bon, là, en fait, on se rend compte que le facteur Trump est très, très important. Le Hamas a remporté, si vous voulez, une victoire diplomatique indéniable. Parce que Israël a expliqué de manière assez... qu'il continuerait à travailler en étroite collaboration, que selon leurs principes, que la vision du président Trump et celle d'Israël étaient en convergence, etc. Donc toujours, Netanyahou essaie de mouiller, de coincer Trump en expliquant qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce que veut Washington et ce que veut Tel Aviv. La réalité est un peu plus complexe. Trump, après avoir eu cette réponse du Hamas, aurait dit à Netanyahou, bon, c'est le moment, là, c'est votre chance de remporter la victoire, donc faites ce qui est prévu aussi de votre côté. Et Netanyahou a dit, mais il n'y a rien à célébrer, il n'y a aucune victoire, ça ne veut rien dire. Bon, lui, de toute façon, on le sait, il ne veut pas de paix, il ne veut pas d'État palestinien, et il passe sa vie à lancer des campagnes d'assassinat ciblés sur tous les négociateurs. Donc, le problème, c'est que là, il en reste encore quelques-uns vivants. Et Trump aurait dit... Netanyahou doit donner son accord, il faut qu'il soit d'accord avec moi, s'il veut travailler avec moi, il faut qu'il soit d'accord, sinon rien ne peut jamais avancer. Bon. Néanmoins, voilà, on peut dire que malgré tout, quand même, la convergence israélo-américaine est quand même très forte, et que donc, après avoir remporté cette petite victoire diplomatique initiale, par sa réponse intelligente et habile, le Hamas, maintenant, est sur un terrain assez miné, parce qu'il y a des négociations techniques qui ont lieu au Caire entre Israël, les États-Unis, l'Égypte, le Qatar,
avec Steve Witkoff, avec Jared Kushner côté américain, avec David Friedman, l'attaché, le conseiller de Netanyahou côté israélien. Bon, Trump veut avancer évidemment très très vite. Du côté palestinien, c'est le chef politique du Hamas, Khalil al-Hayya, qui va au Caire, qui est au Caire. Mais les négociations sont quand même toujours indirectes, donc toujours via des médiateurs. Et maintenant, il s'agit d'entrer dans le détail de l'échange des détenus israéliens, des prisonniers palestiniens, conformément au plan de Trump. Donc, le Hamas a quand même posé des conditions. Il a affirmé son engagement à libérer tous les otages, mais il lie ces libérations à une feuille de route sérieuse pour mettre fin au combat et surtout qu'il y ait un retrait des forces israéliennes de Gaza, une reprise des approvisionnements en nourriture, en médicaments et en autres produits de première nécessité. Et ça, le problème, c'est que tout ça n'est pas clair du tout. Notamment, ce qui n'est pas clair du tout, ce sont les cartes données par les Israéliens et transmises d'ailleurs par Trump au moment de la divulgation de son plan, de redéploiement des forces israéliennes et de retrait. Donc ça, parce qu'il faut aussi un mécanisme qui empêche Israël de reprendre les hostilités. Sinon, en fait, c'est de la pure capitulation, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus d'otages, on peut imaginer ce qui va se passer. D'ailleurs, au moment où nous parlons, les opérations se poursuivent. On se souvient qu'en 18 août, le Hamas avait déjà accepté un projet de cessez-le-feu, égyptien et qatari. Il y avait tout un tas de négociations, de conditions très très minutieusement négociées pour le retrait israélien. Il y avait des modalités de distribution de l'aide, il y avait tout un tas de choses. Le Hamas avait quand même fait des concessions substantielles. Et Israël n'a jamais répondu. Les États-Unis avaient ignoré la réponse du Hamas. Et puis, on se souvient que début septembre, le 9 septembre, Israël a essayé de tuer tous les négociateurs. Voilà, tout simplement. Dont Al-Hayya. Bon, il en a réchappé. Mais voilà, c'est les fameuses frappes du Qatar. Donc c'est très très compliqué. Ce point noir des cartes, de la carte des retraits israéliens, du calendrier des retraits israéliens, est compliqué parce que le Hamas, de son côté, a bien compris que c'était c'était même extrêmement dangereux pour lui d'accepter tout contre rien, évidemment, et que donc sa démilitarisation, c'est une ligne rouge. Parce qu'une fois que le Hamas est complètement démilitarisé, les Palestiniens n'ont plus de résistance armée, en fait, contre l'occupation israélienne. Donc, voilà, le désarmement du Hamas, en fait, ne devrait pas être lié à la fin des attaques israéliennes à Gaza. C'est-à-dire la marginalisation politique du Hamas, l'amnistie de ses membres et leur exil, tout ça, oui, mais désarmer totalement la bande de Gaza et ceux qui résistent voilà, ceux qui sont dans cette zone occupée, ça c'est compliqué. Donc si vous voulez, les Américains ils vont un peu vite, comme d'habitude, mais il est certain que les dirigeants palestiniens qui s'engageraient à accepter ça auraient très très vite à faire face à une opposition en fait palestinienne de l'intérieur, d'un certain nombre de voix, parce que la Palestine elle est toujours dans cette phase de libération nationale tellement compliquée et finalement ils n'ont toujours pas le droit véritable à une reconnaissance véritable. Ça doit se passer au Conseil de sécurité et on sait que le veto américain l'empêche, de leur État, ni à l'autodétermination, ni à la souveraineté. Pour l'instant, on envisage simplement, en fait, d'en faire un protectorat international. Voilà. Et de laisser les forces israéliennes. Au prétexte d'une zone de sécurité. Bon, et en échange de ça, on demande les otages, bien sûr, et le désarmement de toute la résistance palestinienne. Donc c'est très inégal, c'est très compliqué.
Pour l'instant, d'ailleurs, depuis le jour où Trump a montré ce plan, en fait, il a montré donc les cartes qui avaient été négociées avec les Israéliens, et on voit bien que les militaires israéliens sont toujours implantés à Gaza, dans le couloir de Philadelphie, le long de la frontière sud avec l'Égypte. C'est ce qu'ils appellent la zone tampon de sécurité, et elle est censée perdurer en fait jusqu'à ce que Gaza soit correctement protégée contre toute menace, jusqu'à ce qu'Israël soit protégé de toute menace potentielle terroriste. Donc, est-ce que ça peut arriver un jour? Bon. Et il y a, en fait, dans le plan de Trump, il n'y a pas, c'est ça le problème, il n'y a pas de détails sur comment est-ce qu'on démantèle cette zone de sécurité, comment les forces israéliennes se retirent. Donc, voilà, Israël accède, puis revient, etc. Bon, c'est toujours la même chose. Donc, voilà, j'allais dire, les défauts structurels de ce plan sont toujours les mêmes. L'intérêt des dirigeants du Hamas et des États arabes et musulmans autour qui l'ont patronné, voilà, en se faisant plus ou moins flouer, mais enfin, qui l'ont malgré tout patronné, est d'arriver à une forme de solution, en tout cas d'arrêt des massacres, parce que ces massacres de civils palestiniens sont extrêmement dommageables, non seulement à l'image d'Israël dans le monde et au sionisme en tant que tel, mais aussi à tous les États arabes qui laissent faire, voilà, dont on peut dire qu'ils laissent faire. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se sont laissés, comment dirais-je, intégrer dans cette initiative de Trump. Voilà. Donc la grande question, c'est toujours la même. C'est jusqu'à quel point est-ce qu'on va associer véritablement les dirigeants palestiniens à une négociation, à quelque chose qui puisse être structurellement dynamique et porté vers un projet politique pour la Palestine. Ça, c'est une grande question, mais dans l'immédiat, bon, ça va être des questions militaires. Donc on est toujours on the edge, on est toujours sur la ligne de crête, on est toujours face à des forces israéliennes qui, à mon avis, et en tout cas un pouvoir politique israélien, qui serait ravi que le Hamas fasse une faute ou fasse une erreur ou réponde à une provocation, etc., pour pouvoir reprendre les opérations militaires. Ça me semble assez clair. Maintenant, est-ce que, voilà, il est quand même de l'intérêt aussi d'Israël d'arriver à se sortir de ce piège terrifiant de la complicité avec son pouvoir politique. Je veux bien que la population israélienne, soi-disant, soutienne à plus de 80% la politique du gouvernement actuel, mais je dois dire que j'ai un peu de mal à le croire. Bon. Donc, voilà, il faut sortir comme d'habitude, mais c'est la même chose sur la Russie, c'est la même chose sur beaucoup de conflits. Il faut sortir en fait de cette mentalité impériale, américaine comme européenne d'ailleurs, et certainement israélienne, qui est de dire, voilà, on dicte les choses, on dicte la capitulation, on collabore, on coordonne entre nous, et puis après on le balance à la partie d'en face, et la partie d'en face, elle est censée accepter le plan tel qu'il est ou mourir. Voilà. Bon. Ça, c'est la méthode des ultimatums. Je pense que le Hamas, sans doute, veut et peut négocier, mais pas forcément se faire tout dicter d'un bout à l'autre. C'est assez inconcevable. Donc, tout va dépendre en fait de ce que Trump va être prêt à accepter et à faire peser comme pression sur Israël. Voilà, parce que s'il veut vraiment passer pour celui qui est arrivé à quelque chose au Moyen-Orient, il faut faire en sorte qu'Israël ne tire pas prétexte de je ne sais quoi pour reprendre ses opérations, fasse quand même des concessions pendant ces négociations techniques là, sur les conditions du retrait et l'échange de prisonniers, et accepte qu'il y ait un objectif
enfin, accepte l'objectif palestinien d'une certaine manière de lier le retrait des forces israéliennes à la remise des prisonniers. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Et c'est ça le problème, c'est lié au désarmement du Hamas. En fait, voilà, on demande tout et on ne donne presque rien. Israël, lui, il veut que le retrait israélien soit lié au désarmement total du Hamas, à la reddition totale du Hamas et bien sûr à la remise des otages. Bon, il ne faut pas oublier que Netanyahou a déclaré qu'il considérait la libération des otages comme distincte de toute revendication palestinienne, c'est-à-dire, voilà, ils vont faire ça contre rien. Contre rien. Ce qui en soi, si vous voulez, est une manière de condamner toute possibilité d'avancer. Et puis il a aussi dit, dans un deuxième temps, le Hamas sera désarmé, Gaza sera démilitarisé, ça se fera soit par la voie diplomatique, conformément au plan Trump, soit par la voie militaire, par nos soins. Voilà. Donc, la grande question, et j'en termine par là, c'est de savoir si les États-Unis sont prêts à forcer la main à Israël ou si Trump va cautionner les allégations israéliennes selon lesquelles le Hamas aurait rejeté l'accord lorsque ces négociateurs présenteront leur position sur les conditions spécifiques de la libération des otages. Parce qu'en fait, c'est ça le risque, c'est que le Hamas va donner un certain nombre de conditions pour libérer les otages, et à ce moment-là, Israël va crier au refus du Hamas de libérer les otages, voilà, parce qu'en fait, il ne veut pas négocier les conditions. Et la question, c'est que va faire Trump? Est-ce qu'il va mettre Israël face à sa mauvaise foi, ou est-ce qu'il va accepter, encore une fois? Donc, il y a des risques quand même très importants que l'accord échoue, que l'assaut sur Gaza reprenne, que la responsabilité soit, comme d'habitude, rejetée sur le Hamas exclusivement, et évidemment que les otages israéliens soient condamnés à une captivité indéfinie, parce que c'est quand même ça le risque, pendant que la guerre se poursuit. Mais bon, manifestement, Benjamin Netanyahou semble prêt à prendre ce risque pour mener à bien sa stratégie. Donc en fait, pour terminer, Netanyahou et d'autres responsables israéliens axent leur discours sur la question des armes pour justifier leur exigence de soumission des Palestiniens à la domination israélienne. Mais évidemment, ça ne peut pas marcher parce que si vous voulez, la résistance palestinienne, elle va s'opposer par principe à toute forme de désarmement comme ça, contre rien, si vous voulez. Ils ne vont pas se laisser, c'est très très improbable qu'ils se laissent entraîner dans une négociation du type on désarme contre rien. On désarme, mais vous ne vous retirez pas. On rend les otages, mais vous ne vous retirez pas. Donc c'est ça le point de rupture possible. Et c'est ce qui fait que ce plan, si vous voulez, si Trump n'impose pas des garanties à la partie israélienne, quelle que soit la position du Hamas ou les pas que veut faire le Hamas pour en finir, etc., ça ne peut pas marcher sans garantie. C'est une question fondamentale et c'est là-dessus que l'administration américaine doit travailler et communiquer avec les divers médiateurs. Sinon, il n'y aura jamais de confiance de la part des Palestiniens quant à la viabilité du plan. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ce premier point parce qu'il faut que j'en aborde un autre. Ce qui semble assez clair et ce qui peut laisser une petite once d'espoir, c'est que Trump a quand même dit publiquement qu'il espérait sauver Israël, qui était de plus en plus isolé sur la scène internationale, considéré comme un État paria, on peut le comprendre. Et il a dit Bibi est allé trop loin, Israël a perdu de nombreux soutiens dans le monde, je vais reconquérir tout ce soutien. Bon. Et pour l'instant, les pays arabes vont dans son sens. Les ministres des Affaires étrangères qataris, égyptiens, turcs, jordaniens, saoudiens, émiratis, indonésiens et pakistanais, dimanche dernier, ont dit qu'ils soutenaient toujours sa proposition,
Mais ils veulent des conditions, et notamment l'unification de Gaza et de la Cisjordanie. Et ils savent très bien que pour l'instant, Netanyahou, évidemment, n'en veut pas. Donc, n'en veut pas parce que lui, il veut éliminer toute résistance palestinienne. Il ne veut pas réunir Gaza et la Cisjordanie. Et donc, voilà. C'est donc la grande question, c'est quelles vont être les pressions exerçables et exercées sur Tel Aviv et sur Benjamin Netanyahou par Donald Trump s'il veut vraiment arriver à quelque chose et s'il s'imagine encore pouvoir mériter le prix Nobel de la paix. Il va falloir quand même, à un moment donné, qu'il fasse pression sur son allié. Deuxième point, la Russie. Alors, je veux revenir sur un certain nombre de déclarations, encore une fois, de Vladimir Poutine lors du forum de Valdaï et des séries de questions-réponses qui ont suivi sa grande intervention. On n'en parle absolument pas, mais c'est extrêmement intéressant tout de même. Parce que pendant que nous, en France, on est dans un espèce de marasme politique terrifiant, pathétique, que l'épuisement de notre système politique qui a tellement divorcé d'avec le peuple et d'avec le réel d'ailleurs, se voit de plus en plus. Bon, pendant qu'on est là-dedans, nous, et qu'on ne parle que de ça du matin au soir, au savoir, dissolution, destitution, etc., recomposition, concession, bon, on est à un niveau, on est en dessous du niveau de la mer, si vous voulez, par rapport à la gravité des enjeux, à la fois internes et externes pour la France. Et évidemment, la place de la France sur la scène internationale est aussi le reflet du marasme politique et de la perte de crédibilité totale de la classe politique française dans son ensemble, hein, au-delà du pouvoir, par rapport au peuple français, tout simplement, et à ses véritables préoccupations. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une démagogie totale, parce qu'on ne parle jamais ou très très peu de faire des économies là où on doit les faire, mais on continue toujours à essayer, à discuter éternellement sur l'ampleur des déficits qu'on se propose de creuser pour ne pas mécontenter les uns, pour ne pas mécontenter les autres, etc. Bref, on est très très loin, à mon avis, de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire beaucoup de courage, pour oser remettre le pays à l'endroit et sur la voie d'un véritable renforcement économique et donc politique et donc international. Bon, donc, bref, on donne des leçons de démagogie et de populisme aux Russes, à je ne sais qui, à tous les dictateurs soi-disant de la planète. Mais c'est nous qui pratiquons la démagogie et le populisme, en fait. Et on arrive au bout de cela parce que ça ne correspond pas aux besoins des gens. Ça ne correspond ni à la vérité de la situation, ni même aux besoins des gens. Voilà. Même si on les brosse dans le sens du poil, les Français, du matin au soir. En Russie, donc, c'est assez différent, et je suis désolée de le dire, on devrait quand même regarder comment ça se passe, parce que le président, lui, il admet un certain nombre de faits, et il n'hésite pas à en parler, même si de prime abord, ces faits-là peuvent paraître ne pas aller dans le sens d'une démonstration de force ou de solidité de son pouvoir, etc. C'est ça qui est très intéressant. Alors là, qu'est-ce qu'il a dit à Valdaï ? Il a dit beaucoup de choses. J'ai fait 2 clés du monde. Enfin, la clé du monde cette semaine sera de nouveau sur Valdaï aussi, et celle de la semaine dernière, toujours pour les abonnés du Cercle, Paix et Guerre, portait aussi sur Valdaï. Mais là, il a donné un certain nombre de chiffres, et notamment de chiffres sur les pertes ukrainiennes et aussi la manière dont les combats se menaient désormais. Bon, tout ça pendant que la campagne russe qui ravage par des frappes de drones et de missiles incessantes les infrastructures industrielles, énergétiques, critiques, logistiques de l'Ukraine se poursuit naturellement. Hein. Ils sont pas en vacances pendant ce temps.
Mais donc, voilà, il a donné des chiffres que je vais vous donner sur les pertes du conflit et la manière dont ça influe sur la tactique générale. Voilà. Donc, d'abord, il a dit qu'en septembre, alors, prenez ces chiffres pour ce qu'ils sont. Je ne vous garantis pas qu'ils sont vrais, évidemment. Néanmoins, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'ils le soient. Voilà. Parce que si la Russie prend la peine de le dire et de tirer les conclusions qu'elle en tire, que je vais vous donner, on devrait peut-être s'y intéresser. Ça, voilà. D'ailleurs, ça contrevient à certaines déclarations, j'allais dire, qui se veulent plus favorables à la Russie dans cette guerre. Donc Poutine a dit qu'en septembre, en Ukraine, le montant total des pertes, donc les pertes, c'est-à-dire les gens rendus inaptes au combat, hein, en total, c'était 44 700 hommes. Bon. La moitié, à peu près, un peu moins de la moitié de ces 44 700 hommes étaient des pertes irrécupérables, c'est-à-dire soit des morts, soit des gens qui sont si sévèrement blessés au combat. On parle de soldats, on ne parle pas de civils, qui sont si sévèrement blessés au combat qu'ils ne pourront pas revenir sur le front. Donc, vous voyez, 44 700, bon, admettons, 22 000 qui sont soit morts, soit blessés définitivement. Bon. Pour le même mois, toujours selon Poutine, même mois de septembre, toujours du côté ukrainien, la mobilisation, le recrutement en Ukraine aurait apporté 18 500 nouveaux soldats, enfin soldats formés à la hâte, hein, malheureusement, ce pas des soldats aguerris, et 14 500 légèrement blessés qui sont revenus au front, depuis, qui ont quitté l'hôpital et qui sont revenus au front. Bon, donc ça fait 14 et 18, 32 000, 33 000, voilà, 33 000. Bon. Ce sont quand même des nombres très précis qui suggèrent d'abord que Vladimir Poutine s'intéresse de très très près et à un niveau de détail quand même important, non pas que les morts soient des détails, mais enfin, il s'intéresse véritablement à tous les chiffres de cette guerre du côté ukrainien. Donc il observe vraiment l'ennemi, vous voyez, il fait un peu ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on refuse de faire. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ukraine a eu entre 20 et 22 000 pertes définitives, rien qu'en septembre. Bon. Dont la moitié sont à peu près probablement des morts et l'autre moitié donc des blessés gravissimes, si vous voulez. Donc, et donc l'autre moitié, hein, on parle toujours des 44 700, l'autre moitié, donc 22-24 000, légèrement blessés, qui retourneront au combat après une convalescence. Donc, selon ces chiffres, pour Poutine, en gros, il y a 10 à 11 000 morts au mois de septembre dernier, le mois dernier, en Ukraine, côté ukrainien. Ça veut dire 330 à 360 morts par jour. Mettons 350, et donc 350 autres blessés graves. Selon Poutine, 33 000 recrues en gros, hein, entre les anciens blessés et ceux qu'on recrute. Voilà. Donc ça veut dire que, en gros, les Ukrainiens ont 12 000 pertes sèches, si vous voulez, pertes nettes par mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que les chiffres qu'on donnait des morts ukrainiens il y a encore quelques mois, alors c'est vrai que ça a beaucoup baissé, ça baisse en gros depuis le mois de mars, hein, le nombre de morts ukrainiens. Et le nombre, bien sûr, de morts russes, n'en parlons pas.
Mais ça veut dire que les gens qui continuent à dire que chaque semaine, l'Ukraine perd au moins 1500 hommes, 1500 morts par semaine, même en ce moment, d'après Poutine lui-même, c'est pas le cas, puisqu'on en est à 350 d'après ces chiffres. Vous voyez? Donc, bon, il peut y avoir bien sûr des moments avec des pointes, des pics, etc. Mais en gros, c'est 350, c'est pas 1500, c'est 4 fois moins. Voilà. Bien sûr, il ne compte pas les désertions, et on sait qu'elles sont énormes. On sait que c'est au moins, côté ukrainien, 10 000 par mois, au moins. Et en plus, en fait, on n'est pas très très sûr en ce qui concerne les désertions, parce que on ne sait pas combien parmi les déserteurs sont repris et ramenés d'office sur le front, ou alors combien reviennent d'eux-mêmes, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine a une politique extrêmement permissive vis-à-vis des déserteurs pour en fait leur donner une chance de revenir au front. Voilà. Donc elle ne les met plus forcément en prison. Elle préfère qu'ils reviennent, qu'ils fassent acte de contrition, si vous voulez, de remords, et qu'ils reviennent au front. Donc ça, c'est même le chef d'Azov qui l'a dit. En disant, mais on est prêt à accorder une amnistie à tous les déserteurs pourvu qu'ils reviennent au front. Voilà. Bon. Donc, Poutine dit, à propos des désertions, que depuis janvier 2025, il y aurait eu 160 000 Ukrainiens qui auraient déserté. Donc, ce serait à peu près 20 000 par mois. Il dit d'ailleurs que la Russie aussi a eu des désertions, mais évidemment bien moins nombreuses. Et certains enquêteurs ukrainiens disent que depuis le début de l'opération militaire spéciale, il y a 3 ans et demi, il n'y aurait eu qu'entre 20 et 30 000 cas de désertion en Russie. C'est les Ukrainiens qui disent ça. Alors que depuis le début, côté ukrainien, il y aurait eu entre 200 et 250 000 déserteurs côté ukrainien depuis le début de la guerre. Donc c'est un ratio de 1 à 10 en termes de désertion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On parle des morts, où là on est aussi dans un ratio entre 1 et 6 à 8, 9, en tout cas jusqu'à présent, puisque là les nouveaux chiffres sont assez différents. Mais en termes de désertion, c'est de 1 à 10. Bon. Ensuite, Poutine a dit aussi, toujours dans cette séquence à Valdai, que de toute façon, que l'Ukraine fasse baisser l'âge de la mobilisation de 21 ans à 18 ans, ça ne changera pas grand-chose. Il y a un problème d'effectifs qui est structurel dans l'armée ukrainienne, et que c'est pas ça qui va changer fondamentalement le rapport de force, si vous voulez, même si on mobilisait les jeunes gens encore plus jeunes, que de toute façon, les Ukrainiens n'arrivent plus à fournir leurs unités, qu'ils n'arrivent plus à stabiliser la ligne de front, donc que les Russes avancent très lentement, village par village, petit bout par petit bout, mais ils continuent à avancer. Les Ukrainiens n'ont pas le temps de construire des lignes de défense, ils sont toujours sur la retraite. Voilà, et ils ont un manque d'hommes structurel très très lourd. Il y a d'ailleurs des journalistes de CNN qui ont interviewé des commandants ukrainiens, etc., qui ont dit, mais maintenant, on avance par paire, par 2 ou 3, mais les Russes font la même chose aussi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est clair que face à l'évolution de la guerre, face à l'impasse des négociations, face au fait que les Européens continuent à être dans des postures extrêmement belliqueuses vis-à-vis de Moscou et contre toute négociation de fait, face au fait que les Américains, pour l'instant, laissent un peu la bride sur le cou des Européens, et ne voyant pas grand-chose à gagner, ni politiquement ni médiatiquement, bien reste sur l'idée qu'il va y avoir une sorte de gel
gel des opérations à un moment donné, ou en tout cas peut-être une guerre d'usure qui va se poursuivre, eh bien les Russes en tirent des conclusions. Et évidemment, ils ne tirent pas les conclusions que l'on aimerait. C'est-à-dire, ils ne se disent pas, on va profiter de notre force, à la fois numérique et en moyens, pour lancer une grande offensive, faire bouger le front drastiquement, l'emporter de manière spectaculaire, faire bouger les lignes de manière... Non, ils font bouger les lignes gentiment, ils ont réduit leur voilure, ils sont, comment dirais-je, ils se disent que ça va devenir une... il y a de moins en moins d'ailleurs de véhicules blindés, lourds, observés sur le terrain, et en fait essentiellement des hommes par tout petits groupes. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette guerre va changer. Cette guerre devient une guerre d'usure et une guerre perlée, si vous voulez, une guerre fragmentée, une guerre voilà, où les gains territoriaux se font petit à petit sans consommation d'hommes, ni d'ailleurs trop de matériel, en tout cas pas associé aux hommes. On agit énormément, et ça Poutine l'a dit aussi, la technologie permet maintenant, avec des drones, plus quelques missiles, de taper les infrastructures et de taper les petites concentrations de soldats ukrainiens sur le front, sur la ligne de front. Donc en fait, si vous voulez, les tactiques de combat ont quand même sensiblement évolué avec la technologie, et Poutine convient que tout ça prend du temps, mais qu'il y a des avances malgré tout. C'est-à-dire, voilà, les systèmes de guerre électronique permettent le brouillage des drones ukrainiens, permettent aux petits groupuscules de troupes russes d'avancer. Voilà, c'est finalement une évolution très très habile et très très maligne de la part des Russes, c'est-à-dire c'est pas du tout les grandes colonnes blindées russes que les Européens et les gens de l'OTAN font mine de craindre, qui iraient enfoncer toutes les défenses ukrainiennes sur toute la ligne de front pour avancer et prendre l'Ukraine. Ça, c'est toujours le mensonge initial qui veut qu'on fait semblant de croire que les Russes voulaient prendre tout le territoire ukrainien. Donc là, Poutine, clairement, fait le lit, enfin casse toutes ces illusions que nous pouvons avoir, et que désormais, la guerre est une sorte de guerre perlée, avec une économie de moyens et de forces et d'effectifs, une guerre d'usure, une guerre sans illusion, sans volonté de renverser la table, à bas bruit, au long cours, et qui se fera finalement en y attribuant que les moyens nécessaires. Et d'ailleurs, il est revenu sur la question, vous savez, des ATACMS. Il a dit oui, ça nous a causé des dommages, mais on s'y est adapté. Et il est revenu aussi sur la question des Tomahawks, puisque vous vous souvenez que Zelensky a récemment supplié les Américains de lui donner des Tomahawks. Bon, rien ne semble moins sûr, mais quand même, Poutine a pris la peine d'être très clair et de dire que si jamais les Américains pensaient pouvoir et devaient livrer ce type d'armes de longue portée aux Ukrainiens, eh bien, ce serait la destruction des relations entre la Russie et l'Ukraine, et les États-Unis, pardon, et l'Amérique. Donc, ça, on ne peut pas être plus clair. Ça, c'est pas une ligne rouge, c'est une ligne écarlate. La destruction des relations, c'est ces mots, hein, entre Washington et Moscou. Donc, et bien sûr, de toute perspective de négociation, etc. C'est-à-dire, là, la guerre changerait clairement. Pour l'instant, elle retombe à un niveau assez bas.
Les Russes continuent d'avancer, continuent de détruire ce qu'ils ont à détruire, etc., mais n'y consacrent plus un grand effort. Mais si jamais les Américains relancent l'escalade par des livraisons de Tomahawk, là, la Russie répondra sans doute très brutalement. Voilà, donc, si vous voulez, qu'est-ce que ça montre tout ça? Ça montre qu'en fait, les Russes ont un niveau de confiance et de détente, entre guillemets, propre, qui n'a rien à voir avec notre fébrilité à nous, si vous voulez. Poutine se permet même de ne pas cacher les quelques faiblesses ou difficultés que peuvent avoir les forces armées russes. Mais le message, en fait, derrière tout ça, c'est, écoutez, on a tellement confiance dans le fait qu'on est supérieur militairement, que de toute manière, on fera face, on l'emportera, face à votre fébrilité, face à le fait que vous vivez dans le déni, vous vivez dans le mensonge vis-à-vis de vos populations, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de la guerre et vis-à-vis de nous. Et on a bien compris que c'était ça la source de la crédibilité politique véritable. Et c'est comme ça qu'on va agir. On est désormais dans une guerre une guerre de fragmentation, une guerre à fragmentation, si vous voulez, assumée. On n'a pas besoin de grandes postures martiales, comme vous en avez tellement, qui sont ridicules. Et donc, en fait, c'est la guerre aux mille entailles, si vous voulez, c'est les supplices chinois. En fait, l'OTAN et l'Europe ont en face d'elles quelqu'un qui ne veut pas jouer leur jeu. Voilà, qui ne veut pas jouer le jeu de l'escalade. Clairement, bon, vous me direz, c'est pas nouveau, mais là, c'est encore plus clairement dit. Et finalement, les Russes nous laissent nous agiter face à un vide. Un vide, mais en même temps un vide extrêmement solide. Voilà. Je vous laisse sur ces réflexions qui devraient nous en inspirer d'autres, mais bon, là, pour l'instant, on a autre chose à faire. On a des problèmes extrêmement importants avec notre équilibre politique et notre classe politique. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Mondoscopie. À très vite, chers amis. Au revoir.